Alors, je prends les armes. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour les gens de Québec également. Je vais avoir le défi de vous entretenir sur la collaboration avec les parents. Comme dernière présentation, après le repas, je ne vous ferai pas bouger comme on l'a fait tout à l'heure, mais je vais vous faire bouger dans votre cerveau, dans votre tête, alors en espérant que ce soit assez actif pour vous tenir éveillé. Alors, la collaboration avec les parents, c'est un sujet quand même qui fait couler beaucoup d'encre parce que ça concerne beaucoup de gens. Parce qu'on soit intervenant de toutes sortes, enseignants ou autres, nous sommes aussi très souvent parents pour la plupart, alors nous sommes concernés d'une façon ou d'une autre. Alors, je vais vous entretenir dans un premier temps, je vais situer le contexte des relations école-famille-communauté très brièvement. Ensuite, je vais plutôt aborder la question des enjeux et des types de collaboration ou d'implication des parents pour passer aux défis ou à certains défis et stratégies qui peuvent concerner la collaboration ou l'implication, encore une fois. Donc, pourquoi les relations école-famille-communauté? Bien, tout d'abord, parce que c'est une thématique plus large. Lorsqu'on parle de relations entre ces instances ou les personnes qui en font partie, bien, chaque personne est située dans un contexte, vit diverses réalités. Alors, c'est difficile d'avoir une compréhension ou des attentes communes parce que nous sommes tellement différents. C'est une situation et ce sont des contextes hétérogènes. Alors, dès lors, il y a des chances qu'on ne s'entende pas, qu'on n'ait pas les mêmes définitions, les mêmes attentes, les mêmes compréhensions. Alors, seulement le fait d'avoir ça en tête, ça nous amène à rester ouverts, à rester à l'affût pour se dire que nous, notre perception, nos attentes, notre compréhension de ce que peuvent être les relations avec les parents, avec la communauté, peu importe avec qui on travaille. Donc, il y a un risque que ce soit plus facile ou plus difficile, selon nos attentes, selon notre vécu. Donc, les interprétations sont multiples, et dès qu'on a ça en tête, ça veut dire qu'on va tenter de voir comment on peut s'y adapter. Alors, plusieurs concepts sont évoqués. Depuis le matin, j'ai entendu passablement tous les concepts que vous allez voir. Alors, lorsqu'on parle de relations école-famille-communauté, très souvent, on parle d'engagement, d'implication, de coopération, de collaboration, de consultation. Hein, vous les avez peut-être lus ou entendus depuis ce matin. De participation, coordination, concertation, etc. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On pourrait passer de longues heures juste à tenter de s'entendre. Moi, pour ma part, j'ai démissionné. J'ai démissionné parce que je croyais, dans certains colloques avec des chercheurs du Québec et même à l'extérieur du Québec, sur le thème qu'après 2 jours de temps, de voir qu'on n'arrivait pas à s'entendre, on n'arrivait pas à un consensus. Alors, j'ai juste compris qu'il faut d'abord bien définir ce qu'on entend par les différents thèmes et ensuite pour que l'autre puisse nous comprendre, parce que sinon, on n'y arrive à peu près pas. Certains vont utiliser les mêmes termes comme des synonymes, alors que d'autres vont les opposer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de définition possible, mais ça veut dire qu'il y a des définitions possibles. Alors, ça aussi, il faut garder ça en tête. Lorsqu'on lit des documents, des textes scientifiques, gouvernementaux ou autres, ces concepts sont utilisés, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire exactement? Peut-être pas la même chose que ce qu'on y croit au premier abord. Alors, c'est une réalité complexe, la collaboration avec les parents. Et dès qu'on parle de collaboration avec les parents, très souvent derrière, il y a l'implication. Parce que si on collabore avec les parents, ultimement, on veut aussi qu'ils soient impliqués d'une façon ou d'une autre. Alors, quand même, pour qu'on puisse s'entendre brièvement aujourd'hui sur les concepts de base, sur la collaboration, alors je me suis rabattu sur le dictionnaire, ce bon vieux, cet outil qu'on devrait utiliser très souvent à la base. Alors, la collaboration, une définition qu'on en donne, c'est l'action de travailler en commun. Alors, c'est une définition que je dirais générique. Et à partir du moment qu'on travaille avec quelqu'un, dans un contexte quelconque, bien, il y a une forme de collaboration qui peut s'établir. Mais comme je vous l'ai dit, dès qu'on parle aussi de collaboration, il y a la question d'implication. Donc, collaborer, c'est aussi d'impliquer la personne ou des personnes. C'est aussi le fait de s'engager ou d'engager quelqu'un. Bon, vous pouvez vous demander pourquoi la petite image du couple à droite. Bien, c'est parce que c'est un peu, pour faire le parallèle, la collaboration avec les parents, c'est un peu comme un couple. Il s'agit de relations interpersonnelles d'abord. Et dans un couple, bien, on veut collaborer. Et si je vous posais la question, si vous trouvez que votre conjoint collabore à faire le ménage, la vaisselle, les repas, bien, peut-être que sa définition de collaborer n'est pas la même que la vôtre. Ça se peut que ce soit l'inverse aussi. Mais comme je m'adresse plutôt à des femmes, j'ai opté pour cette définition aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que, de toute façon, c'est de participer à une action, à quelque chose, à réaliser une activité ensemble. C'est travailler à quelque chose. Donc, partant de là, vous voyez qu'il y a beaucoup de façons de collaborer ou de s'impliquer et que ça peut prendre différentes formes. Alors, on s'entend d'abord sur le sens des mots. Alors, on peut poursuivre sur des enjeux.
Alors, une première question. Selon vous, la collaboration école-famille-communauté et l'implication parentale influencent positivement quels aspects chez les élèves? Alors, les résultats scolaires, le sentiment de bien-être de l'élève, l'assiduité, les habiletés autorégulatrices, les aspirations scolaires. Alors, ça se stabilise, on regarde. Le sentiment de bien-être. Alors, 53% des personnes peuvent avoir raison. La bonne réponse? C'est un piège, vous allez dire, hein? C'est peut-être pourquoi que ça a pris un peu de temps avant de répondre, laquelle on choisit. En fait, c'est qu'il faut nuancer par contre. Ça peut être toutes ces réponses, mais selon le contexte, selon l'âge de l'enfant, selon le type d'implication. Alors, comme il y a un ensemble de variables très grand à prendre en compte, selon quand on regarde les résultats de recherche, chaque recherche a parfois des variables qu'un prend en compte, l'autre ne le prend pas. Alors, comment faire pour savoir exactement qu'est-ce que ça peut favoriser ou au contraire, parfois ça peut nuire de la façon qu'on s'implique ou qu'on ne s'implique pas encore là. Alors, tout ça peut y contribuer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'à partir du moment qu'on regarde dans différentes recherches qu'est-ce qu'on favorise ou qu'est-ce qu'on sollicite ou comment on sollicite l'implication des parents, il faut regarder à qui on s'adresse. Donc, des enfants du préscolaire, du primaire, du secondaire, c'est évidemment pas le même type d'attente qu'on devrait avoir. Un parent qui s'implique d'une façon au primaire, par exemple, que son comportement est adéquat, que l'enfant réussit bien, si le parent maintient le même comportement avec son enfant au secondaire, ça se peut que ça ne soit plus approprié. Alors, il y a donc une évolution aussi à cet égard. Donc, il faut faire attention à quelles variables sont prises en compte. Mais une fois qu'on a dit cela, la question qui vient en tête, c'est oui, mais pourquoi les parents s'impliquent-ils? Alors, il peut y avoir différentes raisons. Et souvent, ce qu'on voit, bien, c'est multiple, hein? Il y a rarement une seule raison. Bon, on s'implique parce qu'on veut favoriser le développement de son enfant, on veut l'aider à s'adapter au plan scolaire ou social, on veut très souvent, à tout le moins, favoriser sa réussite scolaire. Mais il y a aussi d'autres objectifs qui sont peut-être moins liés au scolaire directement, c'est on veut qu'il devienne un citoyen qui fonctionne bien dans la société ultérieurement, ultimement, plus tard, comme adulte. Et il y a tous les autres objectifs qu'il peut y avoir derrière, selon le contexte de chaque enfant, de chaque famille. Et pour chaque objectif, si on peut dire que le parent se donne ou que la famille se donne, il peut y avoir des types d'implications différents dans la famille, à l'école ou dans la communauté. Alors, tout ça va faire que ça va amener des pratiques très variées qui vont faire que les parents vont s'impliquer de différentes façons selon leur objectif et comment ils croient qu'ils peuvent atteindre ces objectifs. Alors, dès lors aussi, on se pose la question, mais alors, quelles sont les attentes des parents? Parce que si on comprend leurs attentes, ça peut nous aider aussi à comprendre pourquoi ils s'impliquent ou ne s'impliquent pas de telle façon. Alors, très souvent, c'est lié au plan des valeurs et de la culture, des croyances, ça va influencer leurs attentes. Alors, d'une façon générale, on peut dire que les parents souhaitent que les enseignants aiment leurs enfants, s'occupent d'eux, leur offrent un environnement qui est sain, qui est stimulant, qui leur permet d'apprendre, de faire des apprentissages. Ils souhaitent aussi que les enseignants répondent aux attentes, aux besoins de leurs enfants, mais aussi à leurs besoins de parents, de savoir comment ça se passe avec leurs enfants. Plus spécifiquement, quand on regarde qu'est-ce que les parents s'attendent ou souhaitent, c'est surtout d'être rassurés. Ils veulent être rassurés du comportement. Deux choses principalement, le comportement et les apprentissages. Lorsqu'on leur pose la question sur les deux items les plus importants pour eux, ils veulent savoir est-ce que mon enfant se comporte bien et est-ce qu'il réussit, est-ce qu'il apprend. Mais en même temps, derrière ça, il y a souvent la question comment je peux l'aider, mon enfant? Comment vous pouvez m'aider à savoir comment l'encadrer à la maison, quoi faire, quoi ne pas faire? Alors, vous voyez qu'encore là, les pratiques sont très variées. Les enseignants ont aussi des attentes différentes et variées envers les parents. Certains vont dire de seulement superviser, d'autres s'attendent à ce que les parents fassent plus que de la supervision, mais aident leur enfant, voire expliquent. D'autres disent non, surtout n'expliquez pas, vous risquez peut-être de nuire à sa compréhension. Alors, on peut penser que ça peut être difficile parfois pour le parent de s'y retrouver, d'autant plus que d'une année à l'autre, d'un enseignant à l'autre, les attentes peuvent être vraiment incohérentes parfois ou pas en continuité. Et on peut penser que les attentes peuvent être similaires selon d'autres catégories d'intervenants auprès des enfants. Les attentes des parents et celles de leurs interlocuteurs orientent les discussions. Alors, c'est sûr qu'à partir de leurs attentes, ils vont poser des questions, ils vont agir de certaines façons. Alors, vous voyez que c'est important, comme intervenant, de poser des questions, d'essayer de comprendre qu'est-ce que veulent ces parents, qu'est-ce qu'ils attendent, comment ils perçoivent la situation.
Et aussi, la qualité de la collaboration va en être influencée parce que selon comment ils perçoivent leur rôle, comment ils perçoivent ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils ne sont pas capables de faire, comment ils s'impliquent lors des rencontres ou qu'ils participent aux rencontres, ça va aussi, comment je dirais, influencer la relation, voire même du parent avec l'intervenant. Une relation qui peut être très positive ou parfois plutôt difficile. Alors, est-ce qu'on prend le temps de clarifier les attentes et les objectifs? Rarement non, parce qu'on manque de temps. Par exemple, dans le début d'année, les enseignants, lors de l'Assemblée générale, vont aller rapidement pour expliquer leur programme, les sorties, etc. Mais rarement, on va vraiment prendre le temps de demander ou de poser la question aux parents, quelles sont vos attentes envers moi? Et comme enseignant ou intervenant, de dire quelles sont nos attentes pour qu'on se rende compte, est-ce que c'est compatible? Peut-être que dès le départ, on se rendrait compte qu'il y en a qui vont être déçus et qu'on pourrait clarifier ou réajuster le tir. En même temps, une fois que tout est lancé, on se dit, le parent doit s'impliquer. Mais comment doit-il s'impliquer ou comment peut-il s'impliquer? Alors, on parle ici de type d'implication des parents. Alors, au fil des ans, lorsqu'on parle de la relation de collaboration, école-famille ou école-famille-communauté, qu'on peut se situer dans plusieurs contextes, bien sûr, l'implication parentale, on se rend compte qu'elle peut prendre plusieurs formes et qu'elle va varier, entre autres, selon le degré d'engagement, de relation, de consensus, de partage de pouvoir. Parce que l'intervenant, qui est l'expert, entre guillemets, si on peut dire, va parfois davantage laisser de la place aux parents, donc va leur laisser de la place pour prendre des décisions, va partager de l'information, etc. Ils vont jouer un rôle ils vont être coéducateurs, parents et enseignants ou intervenants vont être des coéducateurs, mais est-ce que la place est égale? Pas nécessairement. Donc, on peut se rendre compte que comment on laisse de la place ou pas aux parents, selon ces différentes variables, va aussi influencer l'implication des parents. Alors, une autre question, quelles sont les deux formes de collaboration, selon vous, qui sont les plus valorisées quand on regarde la documentation autant gouvernementale, professionnelle ou scientifique, en éducation? Dans d'autres domaines, je ne sais pas, mais en éducation. Alors, est-ce que c'est la cogestion et la fusion? Est-ce que c'est l'information et la consultation? La coopération et le partenariat? Ou la coordination et la concertation? Alors, allons-y. La coopération et le partenariat. Vous devez lire les mêmes textes que moi. Cependant, alors, comment j'ai fait pour arriver à cette réponse? C'est à la suite d'une analyse lexicométrique, après avoir répertorié un ensemble de textes sur le sujet de la collaboration en général, et d'avoir fait une analyse à partir des fréquences d'apparition des mots. Et j'ai constaté que, autant dans les publications gouvernementales, professionnelles ou scientifiques, vraiment, on parlait le plus souvent de coopération, mais encore plus de partenariat. Les autres termes sont moins fréquemment utilisés. Cependant, et c'est ce qui est valorisé vraiment, on parle, et on l'a vu depuis ce matin, on l'a entendu, on veut travailler en partenariat, où les parents sont des partenaires, on veut coopérer, collaborer, etc. La concertation est plus utilisée comme il y a l'étape de concertation, on en parle moins avec les parents. Mais tout ça nous dit, bien, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on n'intervient pas de la même façon selon ces différents types? Alors, c'est ce que nous allons voir. Alors moi, à partir de Landry, de sa typologie, je m'en suis inspiré. Elle n'était pas en lien avec le domaine de l'éducation. Moi, je l'ai adaptée et j'ai établi 4 niveaux. Alors, le premier niveau de base, c'est la consultation et l'information. C'est ce que toutes les écoles font à la base, parce qu'on informe les parents. Les parents aussi donnent de l'information à l'école. L'école consulte les parents. C'est même prévu dans la loi sur l'instruction publique, périodiquement. Il y en a qui le font plus que d'autres, mais ça se fait. La concertation et la coordination aussi. On veut s'entendre pour mieux se coordonner, pour atteindre des buts, des objectifs. Par exemple, lors d'une sortie scolaire, on doit se coordonner pour savoir ce que l'enfant apporte ou n'apporte pas, à quelle heure on part, etc. Donc, c'est un niveau 2 qui nécessite un peu plus de relations, d'engagement, de consensus, de partage de pouvoir et de coéducation. Vous voyez donc dans la partie de gauche. Mais lorsqu'on arrive à la coopération et au partenariat, c'est beaucoup plus engageant, justement, c'est plus demandant. On doit reconnaître l'expertise du parent. On doit agir un peu comme des acteurs qui sont complémentaires. Alors, c'est plus exigeant et c'est rare qu'on y arrive ou c'est difficile d'y arriver. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas, mais c'est beaucoup plus difficile et c'est peut-être pas nécessaire non plus. Mais ça vient juste nous dire que lorsqu'on parle de coopération, de partenariat, bien, on n'est pas nécessairement toujours dans ce type de relation avec les parents. Et selon le type d'activité, comme je vous dis, c'est peut-être pas nécessaire. Donc, peut-être pour certains, on pourrait dire que c'est un idéal à atteindre. Fusion, cogestion, j'en parle pas trop. C'est que le modèle de Landry, qui était plus dans le milieu du monde du travail, parlait par exemple de la cogestion, plan administratif ou de la fusion lorsque ça forme une seule entité. Mais dans le milieu scolaire, on le voit moins. Sinon, peut-être dans les écoles alternatives où les parents sont plus impliqués dans la cogestion, si on pourrait dire.
Diverses formes d'implication parentale. Alors, Epstein propose une typologie qui met en évidence des différents types d'implication dans trois milieux, à la maison, à l'école ou dans la communauté. Alors, le premier type, les rôles parentaux, c'est tout ce qu'on peut faire pour aider les parents dans l'exercice de leurs rôles parentaux, les aider à développer leurs compétences. Lorsqu'on fait, par exemple, on présente une conférence sur une thématique, c'est une façon de les aider à s'informer ou à se former pour être de meilleurs parents, pour mieux jouer leur rôle. La communication, c'est un autre type. Hein? La communication, c'est omniprésent aussi. Elle doit être le plus possible bidirectionnelle. Ça veut dire que de l'école vers la famille et de la famille vers l'école. Mais encore là, c'est assez incontournable. Il y a aussi comme type d'implication le bénévolat. Alors, les parents sont très actifs dans les écoles. Évidemment, pas tous les parents, et on ne voudrait pas que tous les parents s'impliquent dans l'école. On manquerait de tâches ou de place. Mais quand même, il y a des parents qui font du bénévolat à l'école. Il y en a qui en font même à la maison pour l'école. Mais c'est une autre façon de les impliquer. Ce qui concerne le plus les parents, et ce que les parents nous mentionnent au premier rang de leur rôle, c'est les apprentissages à la maison, particulièrement les devoirs et les leçons, qui occupent une place importante. Et là, il y a toute la difficulté du travail-famille, la conciliation travail-famille qu'on a mentionné plus tôt ce matin. Le cinquième type, c'est les prises de décision. Alors, on peut penser dans le milieu scolaire, le conseil d'établissement, les parents qui y participent, mais tout autre comité où les parents ont droit de regard, ont droit d'influencer ou de décider. Et finalement, Epstein accorde une place à la communauté, mais qui est plutôt générale, donc toute la collaboration avec la communauté, mais là, on voit qu'il y a beaucoup de possibilités, mais elle n'est pas très explicite à cet égard. Alors, toutes les collaborations que le parent fait dans la communauté, l'utilisation des ressources, ça fait partie des exemples du type d'implication possible. Passons maintenant aux défis. On sait un peu plus comment on peut s'impliquer et comment les relations peuvent prendre forme, différents niveaux, on a vu. Alors, ça pose des défis, bien sûr. Alors, je vous pose une première question. Il existe de nombreux obstacles à la collaboration école-famille-communauté et à l'implication parentale. Quel est le principal motif évoqué par les parents pour expliquer leur faible collaboration ou implication? Donc, d'une façon générale, quel serait le principal motif? Alors, on va y aller. Alors, G, le manque de temps. Vous tombez pile. Effectivement. Les autres motifs sont bons aussi. Ce sont un ensemble de motifs que j'ai pu répertorier dans plusieurs recherches où j'ai consulté les parents. Et vous savez, lorsque je pose la même question aux enseignants, bien c'est le même motif qui revient en premier point, le manque de temps. Alors, vous voyez que si les enseignants manquent de temps et que les parents manquent de temps, on peut comprendre pourquoi c'est si difficile parfois de collaborer ou d'arriver à se rencontrer. Et je suis assez convaincu que si je posais la question à d'autres types d'intervenants, évidemment, le temps, c'est une denrée rare et c'est une problématique. Mais les autres aspects aussi sont à prendre en compte. Donc, il existe de nombreux obstacles, manque de temps, manque de formation aussi, qu'on entend très souvent, surtout des intervenants, qui se disent je n'ai pas été formé pour travailler avec les parents, alors comment faire? Je n'ai pas les compétences, ça me fait peur, etc. Alors, est-ce que c'est la faute de quelqu'un? Alors, plutôt que de chercher à qui la faute, je dirais qu'il faudrait plutôt tenter de trouver des solutions ou des stratégies, des moyens pour pouvoir y arriver, en fin de compte, parce que tant qu'on cherche des coupables, ça n'avance pas tellement. Mais il faut penser une chose aussi, c'est que tant les parents que les intervenants, les enseignants et autres, ne sont pas des groupes homogènes. Trop souvent, on intervient ou on a des attentes, des exigences, comme si tout le monde était pareil, alors que tout le monde est assez différent. C'est pourquoi quand on est dans la collaboration école-famille communauté, on doit penser aux relations d'abord. C'est une question de relations interpersonnelles. Et chacun a ses contraintes. Et on l'a illustré dans d'autres diapos ce matin, que oui, l'enfant qui est à l'école a son contexte et ses préoccupations. Les parents, c'est la même chose, et l'enseignant aussi. Et tout ça forme un tout qui rend complexe les relations et l'implication. Alors, différents obstacles, on peut les nommer ou les mettre dans des catégories, par exemple, au plan organisationnel. Selon la structure, la dynamique familiale, ça peut être difficile. Dans les familles recomposées, monoparentales, etc., ça pose le problème parfois de gardiennage, de transport, de temps, évidemment. Au plan relationnel, les attitudes des intervenants, est-ce qu'on a une attitude d'ouverture, d'accueil envers les parents? Il y a des parents qui disent « Moi, je suis allé à l'école, puis je ne me sentais pas vraiment le bienvenu. » Alors, ça ne donne pas vraiment le goût de retourner. Au plan psychologique, quelles sont justement les attentes, les représentations de son rôle ou du rôle de l'enseignant? Alors, certains parents ne s'impliquent pas parce qu'ils pensent que ça ne fait pas partie de leur rôle. Ils ne veulent pas s'immiscer
dans le rôle de l'enseignant. Il ne veut pas prendre sa place, alors que l'enseignant trouve que le parent ne s'implique pas. Alors, donc, encore là, vous voyez, il faut comprendre pourquoi le parent s'implique ou ne s'implique pas. Ça nous aide à comprendre. Il y a aussi au plan individuel, selon l'âge de l'enfant, évidemment, comme je le mentionnais tout à l'heure, ça va faire varier notre type d'implication. La trajectoire de vie aussi de l'enfant ou de la famille va venir influencer. Le lieu de résidence, au plan contextuel, si on vit en milieu urbain, rural, milieu favorisé, défavorisé, etc. Alors, vous voyez, c'est un ensemble de facteurs dans différents contextes qui amènent ou peut faciliter parfois, parce que là, j'ai plus donné des exemples de facteurs qui peuvent nuire, mais un même facteur peut aussi favoriser à certains égards. Alors, les parents sont habituellement moins motivés lorsqu'on les questionne. Ils sont moins motivés à collaborer s'ils ne croient pas que leur intervention va avoir un impact sur la réussite ou le développement de leur enfant. Donc, s'ils pensent qu'ils ne peuvent pas vraiment faire de différence, bon, il y a plus de chances qu'ils ne s'impliquent pas ou ils s'impliquent moins. S'ils ne pensent pas détenir les connaissances ou les habiletés, donc si leur sentiment de compétence n'est pas très élevé, encore là, il y a de fortes chances qu'ils s'impliquent peu ou pas. S'ils ne reçoivent pas d'invitation, si on ne les invite pas à participer ou à s'impliquer, encore là, il y a des parents qui vont prendre les devants, qui vont téléphoner, qui vont dire « Moi, je veux aller dans la classe de mon enfant, mais c'est l'enseignante qui ne veut pas. » Mais d'une façon générale, c'est surtout lorsqu'on les invite qu'il y a plus de chances qu'ils s'impliquent ou qu'ils viennent. Encore le rôle parental, je passe par-dessus, j'en ai parlé juste précédemment. Et évidemment, le rapport que le parent a avec l'école. Il y a des parents qui, j'ai entendu dire, moi, juste entrer dans l'école, l'odeur de l'école, les poils me lèvent sur les bras parce que moi, j'ai vécu des choses difficiles lorsque j'étais moi-même élève et ça ne leur donne pas vraiment le goût d'aller à l'école. Quand on est familier avec le scolaire et qu'on aime ça, l'odeur du sac d'école, de la gomme effacée, ça sent bon, c'est le début de l'école, on est stimulé. Mais on ne pense pas que des parents, ça fait tout l'effet inverse. Et la même chose, les parents qu'on téléphone ou qu'on contacte lorsqu'il y a un problème, c'est souvent à ce moment-là qu'on le fait, qu'on entre en communication avec les parents parce qu'on manque de temps, alors on y va quand c'est nécessaire. Alors, plusieurs parents ont compris, ils ont l'affichage, quand c'est l'école qui téléphone, on ne répond pas parce qu'on sait que c'est des mauvaises nouvelles. Alors, si on pouvait leur téléphoner pour leur en donner des bonnes nouvelles, ça pourrait aussi leur donner le goût de nous parler et peut-être de venir nous rencontrer. Donc, peu importe les conditions de vie des familles, le rapport qu'elles entretiennent avec l'école, les différences entre les familles, il faut quand même garder en tête, se donner un défi. Le défi d'arriver à rejoindre tous les parents. Il faut tenter de se donner les moyens, les stratégies pour se dire, c'est tous les parents que je souhaite qu'ils participent. Je tente de trouver une façon qu'il y ait une place pour chacun. Évidemment, on n'y arrivera pas nécessairement, mais il faut il faut se donner toutes les chances, finalement, que ça puisse fonctionner. Si, dès le départ, comme intervenant, on se dit, bon, c'est bien, telle famille, bien, en partant, ça risque de ne pas fonctionner, bien sûr. Et les conditions qui vont favoriser la collaboration école-famille, bien, comme je mentionnais, trouver des situations positives. Il y a plusieurs écoles, j'ai vu ces dernières années, qui se donnent des moyens, en faisant des activités qui n'ont aucun lien nécessairement avec le pédagogique. Un pique-nique, par exemple, les enfants mangent à l'heure du dîner avec les parents qui viennent avec leur lunch, puis c'est agréable, c'est tout. Ça permet de rencontrer le personnel scolaire. Des visites d'école sur le projet éducatif, des réalisations des enfants, mais pas nécessairement pour voir les progrès ou les difficultés de leur enfant. Alors, il y en a d'autres qui font des téléphones même, des téléphones pour donner des bonnes nouvelles aux parents en soirée. Alors, il faut trouver les moyens qui nous conviennent, bien sûr, mais tenter d'avoir des contacts positifs. Il faut tenter aussi d'autres défis. Il y en a de toutes sortes selon les milieux. Alors, il faut vraiment voir, selon nos contextes, qu'est-ce qui se rapporte à nous. Mais tenter de respecter les différences. Quand je dis ça peut être les différences culturelles, mais même chaque famille d'un même milieu est différente. Réduire les écarts culturels entre l'école et les familles, pas seulement au plan, quand on pense aux immigrants, mais culturel, parce que le rapport à l'école, l'importance ou la valorisation qu'on fait ou qu'on ne fait pas de l'école. Tenter de parler minimalement le même langage, alors ça, c'est souvent plus difficile et on a tendance parfois à oublier qu'on a un langage de spécialiste avec nos termes, mais il faut tenter d'utiliser un langage qui est accessible aux parents. De rejoindre les familles les plus vulnérables sans